Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui marque l'actualité, le Yémen, avec ce spectacle affreux de ces corps décharnés, de ces enfants menacés de mort par la famine, après les milliers de morts du choléra, après la destruction de tout un pays par des bombardements surpuissants dont il nous faudra élucider les raisons. Pourquoi le massacre au Yémen? Après la guerre mondiale et jusqu'aux années 80, le monde était dans une sorte d'équilibre entre deux superpuissances, les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, de l'impérialisme occidental, et le bloc des pays de l'Est autour de l'URSS. La puissance militaire et la puissance politique équilibrée entre les deux blocs permettaient une certaine liberté dans le jeu politique à travers la planète. C'est dans ce cadre-là qu'on peut se faufiler le mouvement des non-alignés. C'est dans ce contexte-là qu'on peut exister la victoire du peuple vietnamien contre la toute-puissance américaine ou la victoire du peuple algérien et de son mouvement de libération nationale. À partir des années 80, il y a un discrédit évident du bloc de l'Est qui finit par son effondrement entre l'effondrement du mur de Berlin en 89 et la disparition de l'URSS en 91. Du coup, l'impérialisme reste seul. L'impérialisme occidental n'a plus de rival qui pourrait l'équilibrer et il envisage la reconquête du monde. D'abord, il s'agit pour les puissances capitalistes de détricoter tous les acquis sociaux, fruit de 2 siècles de luttes ouvrières, de sang et de larmes, de manifestations et de grèves. Le congé, la titularisation, la protection sociale, le droit à la retraite, tous ces acquis sont peu à peu retirés en fonction de ce rapport de force chancelant et afin de permettre des taux de profit beaucoup plus importants pour les capitalistes. Ensuite, il y a une volonté, un projet de reconquête des pays du tiers-monde, de recolonisation du monde, même si cela se fait dans une configuration nouvelle où les grandes puissances européennes sont relativisées et sont au second plan derrière les États-Unis, maîtres du monde. Dans les documents stratégiques américains, ces objectifs étaient inscrits. Leurs auteurs se prenaient à regretter l'absence d'un nouveau Pearl Harbor, d'un nouveau choc comme celui qu'avait causé l'attaque japonaise qui avait permis de sortir le peuple américain de son isolationnisme et de l'entraîner dans la guerre mondiale. Le 11 septembre 2001, l'attaque contre les tours jumelles qui s'effondrent permet justement de résoudre le problème de ces projets de malheur pour l'humanité. Il importe peu pour nous de savoir si ces attentats sont une action d'Al-Qaïda, ces anciens mercenaires créés par la CIA pour nuire à l'Union soviétique en Afghanistan, ou s'il s'agit d'une opération exécutée par les services américains eux-mêmes. C'est très peu important. Ce qui importe, c'est qu'au niveau politique, il y a un choc psychologique majeur qui mobilise la population américaine derrière les projets de recolonisation que les États-Unis mettent en branle à partir de là, légitimés par le soutien populaire américain. Pourquoi le Moyen-Orient ? Pourquoi cette priorité au Moyen-Orient? Tout simplement parce qu'à l'époque, le Moyen-Orient recelait les 2/3 des réserves en pétrole de la planète. Aujourd'hui, avec le gaz de schiste, le pétrole de schiste qui a un peu changé la carte, les pays du Moyen-Orient contiennent encore plus de la moitié des réserves de pétrole du monde. Au lendemain de l'attaque du 11 septembre, j'ai suivi sur CNN la campagne médiatique sous le titre « War Against Terror ». Guerre au terrorisme. Et au sortir d'une réunion des gouvernants américains, la caméra fait un zoom sur les dossiers que portaient les ministres américains et on y lisait une liste de pays avec, par ordre alphabétique, en tête Algérie et un chiffre qui suivait. Il s'agissait en fait de la liste des cibles de cette prétendue opération antiterroriste qui était en fait une opération de pillage colonial qui
viser évidemment les pays qui produisaient cette ressource si stratégique. C'est à l'époque alors que surgissent des campagnes comme celle qui prétendait qu'il y avait une guerre des civilisations. Et personne n'a ri de cette blague stupide, comme s'il était possible qu'il y ait une civilisation en Arabie Saoudite concurrente de la civilisation dirigée par les États-Unis, à l'ère de la mondialisation, à l'époque où tous les réseaux Internet convergent vers la Californie et les grands serveurs espionnés par la NSA, à l'époque où la Chine est l'atelier du monde et produit l'essentiel des produits industriels, des produits manufacturés qui se trouvent sur nos étals. C'est évidemment une idée ridicule, mais c'est une idée qui servait à préparer l'opinion à détruire les pays de la région du Moyen-Orient. Il s'agit de la même chose quand on parle et reparle de l'islam et de la religion islamique, parce qu'il s'agit de préparer les opinions occidentales à la détestation de ces pays qu'on envisage de détruire. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit le Yémen. Lorsque le peuple tunisien et le peuple égyptien se sont révoltés, ils ont rebondi sur cette révolte pour légitimer leur printemps arabe qui envisageait de remodeler totalement la région pour en faire des colonies américaines. Cette révolution démocratique pilotée par l'Arabie Saoudite et le Qatar s'apprête vraiment à rire. Ce sont les pays de la région les plus éloignés de la démocratie, contrairement à d'autres pays où existent des luttes démocratiques, où existent des acquis démocratiques partiels, quand bien même ils seraient loin de nos espérances. Il s'agissait en fait de la liquidation des restes des expériences nationalistes qui venaient des années 50 et du XXe siècle. Il s'agissait de mettre en place une situation néocoloniale à travers tous ces pays et éliminer tous les régimes qui aspiraient à un minimum d'indépendance, à une relative indépendance politique ou économique. Mais l'œuvre du printemps arabe n'est pas finie. Le chantier du Grand Moyen-Orient projeté par les États-Unis n'est pas terminé. Il reste des gros morceaux. Il reste certes l'Algérie, un pays stratégique par sa profondeur de 2000 km qui rayonne sur toute une région, riche de sa nappe albienne, la plus importante ressource d'eau pure du monde, riche de son bassin d'ensoleillement unique. Mais il existe surtout l'Iran, dont le régime est certes détestable pour nous, mais qui constitue une accumulation industrielle, une accumulation de puissance militaire qui va en travers des projets de recolonisation que les Américains projetaient pour la région. L'encerclement de l'Iran est d'autant plus stratégique que les précédentes batailles gagnées par les Américains n'ont pas été des victoires à 100%. En éliminant Saddam Hussein et tous les gens de son régime qui étaient sunnites, on a mis au premier plan les chiites du sud de l'Irak. En attaquant la Syrie sans la détruire totalement, on a légitimé le régime de Bachar le Alaouite. Et l'alliance avec le Hezbollah du Liban est venue encore diminuer l'emprise que l'impérialisme américain avait sur la région. Il est donc important pour eux de briser l'Iran et d'établir un siège mortel pour cette petite puissance régionale. Mais pourquoi ce ne sont pas les États-Unis, mais l'Arabie Saoudite et une dizaine de pays arabes qui attaquent le Yémen? Et pourquoi le Yémen? C'est parce que dans la guerre civile yéménite, après le printemps arabe qui a éliminé Abdullah Saleh, dans la guerre civile yéménite, les tribus chiites du nord se sont alliées à l'armée de Abdullah Saleh et ont pris l'hégémonie sur la situation au Yémen. Elles ont pris le contrôle du territoire yéménite. Et c'est quelque chose qui justement pourrait renforcer l'Iran en lui offrant encore un autre allié éventuel contre les frappes attendues de la coalition occidentale. Mais pourquoi
les pays arabes alors. Parce que les États-Unis, après le traumatisme de la guerre du Vietnam, après les expériences certes victorieuses mais pénibles d'Irak et d'Afghanistan, les États-Unis ont du mal à sortir les jeunes Américains de leur territoire et à les expédier faire la guerre à travers le monde. C'est pour ça qu'ils ont préféré en Libye et en Syrie détruire ces pays par le canal de mercenaires djihadistes venus de nombreux pays. Et c'est pour ça qu'au Yémen, ils utilisent la chair à canon des armées marocaines, égyptiennes, émiraties, saoudiennes et qataries, financées par les milliards du Conseil de coopération du Golfe, armés et conseillés par les Occidentaux et par Israël. Cela permet notamment de libérer les troupes américaines pour leur objectif stratégique d'aujourd'hui, qui n'est plus le Moyen-Orient. Aujourd'hui, les États-Unis priorisent l'encerclement de la Chine et déplacent le maximum de leurs forces pour nuire à la Chine qui se projette comme première puissance mondiale et qui apparaît comme un rival plus que sérieux sur le plan économique, sur le plan militaire pour les États-Unis. Mais cette coalition arabe, malgré ses avions et ses missiles, malgré son artillerie et son armement moderne, malgré ses conseillers occidentaux, malgré les mercenaires israéliens occidentaux qui se joignent à ces troupes, elle n'arrive pas à contenir les rebelles Houthis et l'armée de Abdallah Saleh. Elle n'arrive pas à emporter le morceau sur le plan militaire. Sur le plan militaire, c'est plutôt les Yéménites qui marquent des points, qui font reculer les mercenaires au service des Saoudiens, qui détruisent des bases militaires, qui détruisent des navires. Et cela a désespéré les Occidentaux et a désespéré les Saoudiens. Alors, pour affamer les Yéménites, ils ont décidé d'attaquer le port d'El Hodeïda, qui se trouve être l'unique moyen de faire parvenir des vivres et des médicaments à cette population yéménite en souffrance. Bien sûr, nous sommes révoltés par ce crime contre l'humanité qui est commis au Yémen. Nous sommes révoltés par ces corps décharnés, ces images affreuses. Nous sommes révoltés par le silence de ces institutions internationales prétendument faites pour faire régner la paix qui laissent ce massacre à ciel ouvert se continuer. Mais nous sommes d'autant plus révoltés que ce massacre nous concerne au-delà du principe humanitaire. Ce n'est pas seulement par solidarité humaine que nous rejetons ces massacres, c'est parce qu'aussi nous faisons partie des cibles de ces attaques. L'Algérie fait partie des pays qui seront ciblés par cette politique du Grand Moyen-Orient que l'impérialisme américain a projeté. Nous devons nous mobiliser pour dire non au massacre du Yémen, pour demander au gouvernement algérien d'avoir une attitude plus franche au service des principes humanitaires les plus élémentaires, de cesser sa complaisance vis-à-vis du régime saoudien, s'excusant sans arrêt et dénonçant sans arrêt ses adversaires dans une guerre inégale, dans une guerre injuste. Mais nous devons aussi comprendre que l'enjeu est plus important et qu'il nous faut combattre avec vigueur le courant néocolonial qui nous envahit et qui prépare la recolonisation. Non au massacre au Yémen, non au projet impérialiste de Grand Moyen-Orient qui nous concerne tous. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez et à bientôt pour les prochaines vidéos.